Voilà, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'ai une vidéo un peu spéciale, mais je crois très intéressante, sur un sujet qui est juste essentiel, central, vital, hein, c'est l'énergie. Et j'ai souhaité en parler avec Frédéric, qui, de par son passé, son expérience, son activité professionnelle, ses activités professionnelles, a une certaine compétence, je dirais même certaine, dans le domaine énergétique, au sens large d'ailleurs, et donc on va en parler ensemble. Et pour commencer notre entretien, Frédéric, je voudrais vous demander ce que vous pensez de ce qu'a annoncé tout récemment Macron, en nous disant on va à la fois relancer un programme nucléaire français, je crois qu'il a parlé de 6 réacteurs au départ, mais en même temps, hein, dans le en même temps, fameux en même temps macroniste, on va aussi considérablement renforcer notre programme en matière d'éoliennes, d'hydroliennes, donc d'énergie renouvelable. Bon, on va faire les deux. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est faisable? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est un bon choix? Alors, est-ce que c'est faisable? Techniquement, tout est faisable. Hein. On peut mobiliser des ressources pour tout faire. Mais économiquement, il est clair qu'on ne pourra pas faire du en même temps là-dessus. Les investissements sont énormes. On a déjà mis 100 milliards dans le renouvelable pour modifier le mix énergétique français en incluant du renouvelable. Donc surtout des éoliennes, quoi. Oui, surtout des éoliennes. Il y a aussi du solaire photovoltaïque, mais c'est beaucoup d'éoliennes. Ouais. Ça doit être 70 à 75% d'éoliennes. Donc en gros, il faudrait mettre, pour atteindre le plan de transition énergétique, aujourd'hui on produit environ 10% de notre électricité avec les éoliennes. Ils veulent produire 50% de renouvelables en 2025. Il y aura des retards, mettons 2030. On va être plus réaliste parce que les projets c'est un peu long, surtout qu'ils veulent les mettre offshore. Donc les projets offshore, et ça j'en sais quelque chose, parce que je travaille beaucoup dans le parapétrolier offshore, ça prend toujours du retard. Mettons 2030, donc 50%, aujourd'hui c'est 10%. Alors sur les 50%, il y a déjà une grosse dizaine de pourcents qui seront assurés par les barrages, le renouvelable hydraulique. Donc mettons qu'il faut passer de 10% à 40%, c'est environ 200 TWh d'électricité produite par les éoliennes. Donc si on a mis 100 milliards pour produire 50 TWh, il va falloir mettre 300 milliards de plus, donc 400 milliards au total pour produire les 200 TWh électriques, d'électricité renouvelable avec éolienne et un peu de solaire photovoltaïque. 300 milliards, plus pour construire, à mon avis, 6 réacteurs EPR, c'est pas suffisant, il faut en construire 10. Un EPR, c'est 10 milliards à la grosse. Donc ça fait 100 milliards de plus pour construire les 10 réacteurs. Ça se fera pas. Ça se fera pas. Il va y avoir la contrainte budgétaire. Et puis de toute façon, nos amis allemands n'ont absolument aucun intérêt à ce que la France préserve sa filière nucléaire. Ils vont tout faire pour que ça ne se fasse pas. Et comme c'est Bruxelles qui décide, et puis vous savez, vous avez Jadot, les socialistes, Mélenchon. Enfin, lui, ça ne ira pas avec Macron, je pense. Mais ils sont tous anti-nucléaires primaires. Même Jadot a dit qu'on était d'extrême droite si on était pour le nucléaire. Je ne vois pas trop le rapport, mais enfin. Roussel, il n'est pas d'extrême droite, il est communiste, je crois. Donc, de toute façon, on ne pourra pas faire les deux en même temps. Surtout que dans 15 ans, il va falloir remplacer les réacteurs
qui fournissent notre électricité aujourd'hui, qui ont été construits dans les années 70, les années 80. Alors vous me direz, peut-être que parce qu'on va produire 200 TWh de renouvelables, ben on pourra tout simplement les arrêter. Mais non, ça ne marche pas comme ça. Ouais, parce que non mais là il y a plein de choses intéressantes dans ce que vous venez de dire. Je reviendrai sur plusieurs points, mais d'abord aujourd'hui, la France produit son électricité comment? Alors on va partir de la base. En gros, à 80% c'est nucléaire. Un peu moins maintenant. Avant c'était 80%. 70. Maintenant c'est 70. 18%, vous me disiez tout à l'heure, c'est l'hydro. Un peu moins, 14. 14%. 14%. Les barrages, l'hydroélectricité. 10%. Le reste, c'est les éoliennes, en gros. 10%, c'est les solaires. C'est les éoliennes. Et on voit remonter le charbon et le gaz. Forcément. Et oui. On en a parlé récemment, puisqu'on a remonté les capacités de production. On a redémarré la centrale là, qui est près de Nantes, à charbon, parce que quand il n'y a pas de vent. Parce que, pour remettre en contexte, on nous dit tout ça est motivé par le climat. Bon. Donc, or, la France, on en parlait tous les deux tout à l'heure, elle produit moins de 1% des gaz à effet de serre, notamment le CO2, du monde. Donc, de toute façon, la France n'a pas à s'auto-flageller sur le sujet, et si on agit sur la marge de la marge de la marge. Nous. Absolument, c'est d'ordre 2, voire d'ordre 3. Voilà, c'est ça. Et en plus, pour l'instant, notre électricité, elle est faite par beaucoup de nucléaire et de l'hydroélectricité, c'est la grande majorité, c'est les deux. Mais qui ne produisent pas de gaz à effet de serre. Absolument. Avant qu'on commence à mettre des éoliennes partout, on avait déjà une vertu dans les années 2010, notre électricité, la production de notre électricité était décarbonée. C'était complètement décarboné. C'est ça. À part peut-être 2 ou 3% de gaz et de charbon pour écrêter les pointes. Donc l'histoire de vouloir produire par du renouvelable pour remplacer du nucléaire, c'est juste idiot. En plus, sauf si, je rebondis sur une autre chose que vous avez dit juste avant, parce que dans votre première intervention, vous avez ouvert plein de tiroirs, je dirais, sauf si le but, et on va être, c'est le quart d'heure un peu complotiste, comme on dit, mais en fait, c'est pas du tout complotiste, vous allez comprendre, sauf si le but est de sciemment détruire une industrie française, en l'occurrence le nucléaire, ce qui derrière détruira le reste de l'industrie française parce qu'on aura l'électricité plus chère, bien sûr. Ce qui peut plaire à un pays qui s'appelle l'Allemagne. Absolument. Parce que j'ai remarqué que de manière facétieuse, vous avez dit, l'Allemagne ne laissera pas faire. Et ça, il faut développer un petit peu. C'est-à-dire que l'industrie allemande ne supporte pas que l'industrie française ait un avantage compétitif avec son électricité moins chère grâce au nucléaire. Absolument. Et donc, qu'est-ce qui se passe? On pilonne le nucléaire sous couvert de l'Union européenne. Absolument. Les Allemands n'ont jamais admis que la France est un avantage compétitif parce que les Français payent peu cher, les industriels français payaient peu cher leur électricité. Donc, alors après, c'est passé, moi je ne suis pas un spécialiste là-dedans, mais le marché européen de l'électricité, la mise en concurrence, on voit bien dans l'actualité récente ce qui se passe. Les prix d'électricité explosent, parce qu'il faut quand même revenir à la racine du problème. La racine du problème, c'est que les éoliennes, et le photovoltaïque, quand il n'y a pas de vent, il n'y a pas de jus. Quand il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de jus. Déjà la nuit pour le solaire, il n'y a pas de jus, parce qu'il fait nuit, par définition. Et donc, qu'est-ce que vous faites? Vous devez garder vos productions dites pilotables, puisque quand l'éolien et le photovoltaïque, ça s'appelle des énergies non pilotables, c'est-à-dire qu'on n'a aucun moyen de réguler la quantité d'énergie produite, et donc vous devez garder en réserve active, des centrales nucléaires, des centrales à gaz. Alors les Allemands, comme ils sont anti-nucléaires, ils font encore plus fort. Ils remplacent leurs centrales nucléaires par des centrales à gaz et ils convertissent leurs centrales à charbon, parce que le charbon c'est encore plus simple que le gaz. Ils convertissent leurs centrales à charbon en centrales à gaz. Mais toutes ces centrales doivent rester l'arme au pied quand il n'y a plus de vent, en particulier l'hiver. Pour prendre le relais. En particulier l'hiver, quand l'anticyclone s'installe sur la mer du Nord et qu'il fait moins 10, parce que quand il y a le ciel bleu et quand il n'y a pas de vent, il fait froid, il faut redémarrer tout ça. Alors en France, qu'est-ce qui va se passer? Comme nous, on a déjà nos nucléaires, on va
baisser le facteur de charge de nos centrales nucléaires? Ben, tout simplement, quand il y a du vent, eh ben, on les fera tourner un peu moins vite. Surtout que je crois qu'elles ont été, je ne suis pas un grand spécialiste du nucléaire, mais je crois savoir qu'elles ont été très bien conçues et qu'elles ont un haut degré de pilotabilité, plus que les centrales allemandes en particulier. C'est-à-dire qu'on peut baisser, on peut réduire la quantité produite, l'output, hein, pour utiliser le terme anglo-saxon. Et donc ben, c'est la double peine. C'est la double peine parce que vous devez garder les centrales opérationnelles avec toute la maintenance, tous les gens pour les faire tourner. Et puis quand il y a du vent, eh ben, on leur fait produire moins. Donc économiquement, elles sont moins rentables. Ça devient insensé. Ouais. Ça devient complètement insensé. Il y a des tas d'histoires sur le Danemark, sur l'Espagne. Ça serait un peu long, mais enfin, quand il n'y a pas de vent, ils doivent soit redémarrer des centrales à gaz pour l'Espagne. Pour l'Espagne, ils ont construit autant de puissance installée en centrales à gaz qu'ils ont construit d'éolien et de photovoltaïque. Et comme on ne sait pas quand c'est qu'elles vont démarrer, eh ben on ne peut pas conclure des contrats à long terme pour la fourniture de gaz. Donc les Algériens, ils se frottent les mains. Et puis au Danemark, eux, ils appellent au secours la Norvège. Ils appellent au secours la Norvège qui a de l'hydraulique. Donc quand il n'y a pas de vent, les Norvégiens leur vendent au prix fort. Oui, vous me disiez tout à l'heure un peu, c'était assez amusant, mais c'est vrai. Le Danemark produit tout maintenant avec des éoliennes. Et ils ont arrêté leur pilotage. Ils ont tout arrêté. Alors, donc, mais comme ils ne maîtrisent pas, parce que c'est non pilotable, quand ils ont beaucoup de vent, ils doivent se débarrasser de leur électricité, ils en ont trop. Et là, ils cherchent désespérément quelqu'un pour leur prendre. Et vous me disiez, mais quand il y a du vent en Danemark, il y en a en même temps en Suède, en Allemagne, etc. Et en Norvège. En Norvège, ils n'ont pas d'éoliennes. Non, mais justement, en fait, personne n'est intéressé par leur électricité, puisque au même moment, tout le monde a du vent. Les Allemands en particulier. Les Allemands. Et donc les Allemands leur disent, on ne veut pas. Donc ils se tournent vers les Norvégiens. Les Norvégiens disent, bon, j'en ai pas besoin parce que j'ai déjà mes barrages. Mes barrages hydrauliques, donc je vais fermer un peu la vanne. Mais pour vous faire plaisir, je vais en prendre, mais puisque je ne fais ça que pour vous faire plaisir, vous me le donnez gratuitement. Je vous en débarrasse, ok. Et puis quand c'est l'inverse, c'est le Danemark qui a plus de vent, qui a besoin. Et puis c'est l'inverse 2 semaines après. Hein. Ah bah le vent, ça parce que l'anticyclone, il arrive 2 semaines. Il remplace la dépression. Il remplace la dépression. Donc il n'y a plus de vent au Danemark. Et donc là, c'est les Danois qui d'un coup disent j'ai plus d'électricité. Les Allemands n'en ont plus parce qu'ils ont redémarré. Alors que les Norvégiens, ils en ont avec l'hydroélectrique. Il suffit qu'ils ouvrent la vanne. Hein. Donc ça va dans l'autre sens. Les Danois leur disent bon bah cette fois c'est moi qui en ai besoin. Bon je te l'ai donné la semaine dernière donc tu vas me la donner. Mais les Norvégiens leur disent non tu vas payer 4 fois le prix du marché. Exactement. Voilà. Donc je sais pas combien ils leur disent, mais en fait tu vas la payer. Cher. Tu vas la payer cher. Donc c'est tout scandinave, toute solidarité scandinave est oubliée dans ce cas. Complètement. Donc voilà, on en est là, tout ça. On en est là. Donc en gros tout ça pour dire que le en même temps macroniste, ça ne fonctionnera pas. La seule solution viable, c'est d'arrêter immédiatement. Alors justement, on va passer à la deuxième partie de cette vidéo. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qu'il faut faire, la première mesure, c'est d'arrêter cette folie éolienne. Tout de suite. Alors bon, il y a des projets qui sont avancés, donc on ne va pas être idiot non plus. Quand on a engagé 60% ou 80% sur un champ éolien, on va le finir. Mais là où l'argent n'est pas engagé à plus de... C'est toujours un projet, c'est pas encore signé, ou qu'on a engagé 10% d'avance et qu'on peut récupérer plus ou moins, quand le dédit est raisonnable, on arrête tout. Y compris l'hydrolienne. Les hydroliennes, j'ai vu ça à Fos-sur-Mer il y a une dizaine d'années où il y avait un prototype en construction sur le yard d'Eiffage à Fos-sur-Mer. Parce que ça saccage les fonds marins, non? Oui, il y a des problèmes écologiques, mais même techniquement, c'est tellement diffus. Parce que le problème, non seulement c'est pas pilotable, mais en plus c'est une énergie diffuse. C'est-à-dire qu'il faut aller la chercher sur des surfaces énormes, donc il faut raccorder tout ça, il faut faire des sous-stations électriques, du câble. Le câble, c'est du cuivre. Hein. Le cuivre dans le monde, c'est un sujet. Hein. De toute façon, ça c'est un autre goulot d'étranglement. Hein. C'est le cuivre, c'est les métaux, les terres rares pour tous les alternateurs. Alors vous me direz, il y aurait peut-être une autre solution, ça serait de la rendre stockable. Le meilleur moyen pour stocker de l'électricité aujourd'hui, il faut oublier les batteries, hein, ces quantités d'électricité sont énormes, elles ne se stockent pas dans des batteries. Le meilleur moyen, c'est de remonter de l'eau dans les barrages.
Alors là, je vais pas aller loin, mais pour rendre pilotable les 50 TWh qu'on a aujourd'hui en France d'éolien, je ne parle pas des 200 TWh du plan, hein, il faudrait mettre 1000 milliards. D'accord, ouais, bon. 1000 milliards. Il faudrait transporter l'électricité jusque dans les Alpes. Ouais, enfin, vous voyez les pertes dans le réseau. En plus des barrages qu'on va privatiser à cause de directives européennes. Autre problème. On ne va pas le développer, mais on en parle déjà dans d'autres vidéos. Sachez que l'Union européenne, par ailleurs, nous demande de privatiser nos barrages, qui sont eux aussi quand même une grande réussite pour notre énergie depuis des décennies. Bref. Absolument. Donc ce qu'il faut faire, c'est arrêter. On a ça, on arrête les éoliennes. Après, il faut non pas sauver la planète, parce que 1%, c'est pas nous qui allons sauver la planète quand les Chinois produisent plus d'un tiers des émissions des CO2. Nous, on émet 300 millions de tonnes, je crois que c'est 40 milliards. Hein, c'est 40 milliards de tonnes sur la planète. Les Chinois en produisent 15 milliards, 300 millions, 15 milliards. Même les Américains, ils en produisent encore un quart. Les Indiens montent en puissance, donc les Indiens, pour produire leur électricité, ils mettent des centrales à charbon partout. Et puis comme on adore passer des accords de libre-échange par l'Union européenne avec ces pays-là, en fait, on les incite encore plus. On importe des produits au lieu de fabriquer en France. Absolument. En fait, il y aurait ça aussi à travailler. L'éolien, mais c'est un sujet, vous l'évoquez, mais l'éolien, pratiquement 70 ou 80% de l'investissement des 300 milliards d'euros, c'est de l'importation. C'est de l'importation. Alors que le nucléaire, c'est une filière française. C'est une filière française. Alors on doit importer des choses, mais on tombe à 10-20%. Donc arrêtez tout ça. Arrêtez tout ça. Après, on ne va pas sauver la planète, mais on a quand même un intérêt fondamental à réduire notre consommation de combustibles fossiles. Ça, c'est très clair. Alors, le premier intérêt qu'a la France à réduire, c'est qu'à réduire sa consommation de combustibles fossiles, c'est qu'on en importe plus de 99%. Bien sûr. Et donc, la fameuse facture énergétique... qu'on retrouve dans le déficit commercial record qu'on connaît. Alors, je ne sais pas exactement combien c'est la contribution, mais ça doit être 30 ou 40 milliards d'euros. Sur les 85 milliards de sur les 40, et le prix moyen en 2021 du brut, le prix moyen du brut devait être autour de 50 $. Là, on est à 100. Et puis, la ressource géologique, de toute façon, se tarit. Le fameux peak oil, le pic du gaz va être un peu plus tardif, mais le gaz, il y a beaucoup plus de problèmes géopolitiques, puisqu'il s'achemine par pipeline, donc on ne va pas rentrer là-dedans aussi, mais... donc qu'est-ce qu'on fait pour réduire cette consommation-là? Alors pour réduire cette consommation, il y a des gros gisements. Ouais. On consomme 100 millions de TEP à peu près, de tonnes équivalent pétrole. Il y a le résidentiel tertiaire. Alors, le résidentiel tertiaire, c'est du chauffage. C'est du chauffage, un peu de clim pour les bâtiments. Ça représente quoi, 25%, c'est ça c'est 100 millions. Ouais, c'est ça, c'est 25 millions de TEP à la grosse. Le résidentiel tertiaire. Donc, il y a le chauffage, il y a l'eau chaude sanitaire, et il y a la cuisson. La cuisson au gaz. C'est bête à dire, mais l'eau chaude et le gaz, c'est 10% de la consommation de pétrole et de gaz, à peu près. Peut-être un peu moins, 8, et le chauffage, c'est la balance dans le résidentiel tertiaire. Alors là, il y a une chose à faire, c'est isoler. Alors ça, c'est en cours, on ne peut pas dire que le gouvernement... Il y a des plans, tout ça. Il y a des plans, et puis ça, c'est en France, quand on fait un chantier d'isolation, c'est en France, Saint-Gobain est encore français. Donc les matériels d'isolation, donc ça isolé, on doit pouvoir gagner 10-15% facile. Après, pour le chauffage, il y a la pompe à chaleur. Alors là, il y a des programmes d'incitation. Alors évidemment, ce gouvernement, il va toujours plus loin que l'incitation. Maintenant, il interdit de mettre des nouvelles chaudières. Alors tout ça, bon, peut-être. Enfin, moi, je ne suis pas trop pour les interdictions. Je suis plus pour les incitations. Donc, là, on doit pouvoir remplacer... une quinzaine de millions de tonnes équivalent pétrole par 50 TWh d'électricité. Donc 10% de consommation en plus. Après,
On isolera aussi des bâtiments qui sont chauffés à l'électricité, donc on va gagner aussi sur l'électricité. En plus, on peut mettre des pompes à chaleur sur des bâtiments qui sont chauffés directement à l'électricité. Donc une pompe à chaleur, c'est un rendement de 2 à 3. Donc on économise les 2 tiers en gros, les 2 tiers de l'électricité. Donc là, on devrait pouvoir économiser 20 TWh. Donc tout ça, ça fait qu'il va falloir produire 30 à 40 TWh supplémentaires d'électricité. Donc il va falloir augmenter nos capacités de production. En plus, il y a une chose qu'on n'a pas évoquée avant, quand on a parlé, qui me tient un peu à cœur, c'est ce qu'ont fait les Russes. Il y a une dizaine d'années, les Russes ont construit des fermes de serveurs au nord de Moscou pour héberger toutes les données des institutionnels, des citoyens russes, pour éviter qu'elles soient hébergées aux États-Unis. C'est une question de souveraineté nationale. Et je pense que ça serait très bien si la France, alors évidemment, ces fermes de serveurs sont extrêmement énergivores. D'abord, il faut les faire fonctionner, et puis après, il faut les refroidir. Donc, là non plus, j'ai fait des calculs à la grosse, mais je pense qu'il faut bien 30 TWh de plus. Mais ça, c'est une question de souveraineté. Pour moi, c'est une des premières décisions à prendre si on sort de l'OTAN, de l'Europe. Bien sûr. Je suis d'accord là-dessus, c'est absolument essentiel. Il faut relocaliser les données, toutes nos données, il faut construire des fermes de serveurs, et évidemment, il faut produire de l'électricité. Donc il faut investir dans une nouvelle génération nucléaire. C'est les 6 EPR. Pardon, non, ITER n'a rien à voir. ITER, on en parlait juste avant. C'est les EPR. C'est les 6 EPR de Macron. À mon avis, 6, c'est un peu juste. Moi, je pense qu'il faut 15 gigawatts. Il faut 15 gigawatts. Un EPR, c'est 1,5 gigawatts. Oui, mais alors on nous dit attention parce que le nucléaire, il y a les déchets. Non, il faut répondre à ça. Ouais, non, mais je suis pas un spécialiste. Vous savez, Jadot, tout ça, on fait peur aux gens là-dessus. Et moi, je sais qu'il y a des recherches très sérieuses sur le sujet qui démontrent que ça n'est plus un problème aujourd'hui. Ce n'est pas un problème. On sait retraiter les déchets. Après, il y a ceux à longue durée de vie, à courte durée de vie. Et puis, de toute façon, ceux qui sont à longue durée de vie, il y a de l'enfouissement géologique. Il y a des formations géologiques extrêmement stables dans l'est de la France, par exemple, et ça ne pose absolument aucun problème. L'enfouissement des déchets, celui qui raconte que ça va ressortir avec... tel le geyser. Tel le geyser. C'est du pipeau. C'est pour faire peur aux gens. Mais ça, c'est la stress. Ça, on fait peur. On fait peur avec les virus, on fait peur avec le climat. Ah oui, ça. La peur est le mot du 21e siècle. La peur pour faire passer des politiques débiles qui sont au détriment de la grande majorité. C'est la peur. Donc, pour moi, il n'y a pas de problème de déchets nucléaires. Après, les accidents nucléaires restent toujours possibles. Enfin, des accidents, il y en a eu 3 sur les 50 dernières années. Ils ont tous été maîtrisés. 3 en France, vous voulez dire? Non, 3 des accidents majeurs. Il y a eu Three Mile Island, il y a eu Tchernobyl et il y a eu Fukushima. Mais en France, il y a eu En France, il n'y a pas eu de... des alertes de précaution. En plus nos EPR, là, on les surspécifie, il ne se passera rien. Il se passera rien. Donc, les 6 EPR de Macron, je pense que c'est un peu juste, mais c'est ça qu'il faut faire. Et ça va nous permettre de faire face à l'augmentation d'une centaine de térawattheures, parce qu'il y a aussi les voitures électriques, puisque l'autre gros gisement, c'est les transports. Donc, moi, la voiture électrique, j'y crois que moyennement, parce qu'elle est chère. Le français moyen... malheureusement, on s'appauvrit. On s'appauvrit. Je vois pas... Et puis, il y a des problèmes d'autonomie. Enfin, il y a plein de problèmes. Enfin, ça pourra faire quoi, 10-15% dans une dizaine d'années du marché? Oui, moi, je pense que dans 10 ans... Aujourd'hui, on est à 1%. Oui. Peut-être un gros pourcent. Aujourd'hui... Peut-être 10%, 10-15% en 2030, entre 2030-2035. Et moi, je le vois surtout pour une utilisation urbaine. Les gens qui ont les moyens, qui ont 2 voitures, généralement, il y en a une pour partir en vacances, il y en a une pour rester en région parisienne. Pour ceux qui sont en région parisienne.
Oui, dans les grandes villes. Ouais, pour les urbains, quoi. Pour les urbains, les grandes agglomérations, Paris, Lyon, Marseille, Lille, Roubaix, Tourcoing. Mais pour ceux qui habitent, pour nos compatriotes qui habitent dans les zones plus rurales, plus éloignées, il faudrait une voiture qui consomme beaucoup moins. Voilà. Alors, après, il va y avoir l'hydrogène. Ouais. Là aussi, ça va être des voitures chères. La technologie est un peu... peut-être 10% là aussi, mais il restera 75%. Il restera 75% des voitures thermiques, hein, qu'on le veuille ou non. Et donc aujourd'hui... En tout cas, à échéance 10-15 ans. Oui, à échéance 10-15 ans. Et aujourd'hui, il faut faire des voitures pas chères, il faut faire des voitures légères, des voitures peu puissantes. De toute façon, c'est limité à 130-140. Hein. Il n'y a pas besoin de limiter plus, il suffit d'avoir une voiture qui va à 130-140. Aujourd'hui, le parc doit consommer 6 litres au 100 en moyenne. On fait une voiture qui consomme 2 litres. D'ailleurs, c'est un défi technologique. Hein. C'est un défi technologique. Mais on laisse cette liberté aux gens au moins. Parce qu'aujourd'hui, on va directement vers la catastrophe. On va vers la catastrophe. Avec un litre à 2 euros, c'est complètement délirant. Voilà. D'abord, le prix au litre, on ne sait pas ce qui sera. Et puis le prix des voitures électriques, des voitures à hydrogène et puis du haut de gamme. Alors, on peut pas tout miser là-dessus. Mais c'est complètement inaccessible. Ouais, c'est complètement inaccessible pour la majorité des Français demain. Il faut sauvegarder la mobilité de la population. Sinon, l'économie s'arrête. Oui, et puis c'est une liberté. Et puis c'est une liberté fondamentale. C'est une liberté fondamentale. On va pas mettre ni des vélos, ni des tramways partout, ni des trottinettes. Alors les transports en commun, enfin le Grand Paris, ça va transférer 2% ou 3% de la mobilité automobile vers les transports en commun. On y met, je sais pas, 50 milliards dans le Grand Paris. Oui. C'est sûrement très bien. C'est-à-dire que là, vous appelez des choix stratégiques. Là, on parle vraiment d'un État stratège, au sens réel du terme, avec tout ce que ça magnifie d'ailleurs, parce que ça veut dire qu'on fait travailler les ingénieurs, qu'on fait travailler des chercheurs, qu'on fait travailler derrière ensuite des ouvriers, des artisans, enfin, il y a plein de corps de métiers différents. Et puis l'industrie automobile française. Le patron de Peugeot, Tavares a poussé un cri d'alarme là, il y a un mois. Mais c'est vrai qu'on redonne une perspective nationale à notre pays. Absolument. Alors c'est vrai, l'énergie, c'est un des grands chantiers pour le faire. Ah ben c'est un grand chantier. Alors, la voiture que je qualifierais la nouvelle 2 chevaux, c'est vrai, c'est pas sexy. On préfère acheter des Audi, des Mercedes, enfin les gens qui ont des moyens. Non, mais une voiture qui préserve la liberté. Quoi. Mais dans ce sens, et c'est fondamental, et l'industrie automobile française, c'est tout à fait atteignable pour garder la production en France à des coûts raisonnables. Et puis, une voiture électrique aussi, les batteries, c'est fait en Chine, hein, avec des métaux rares, avec tout ça c'est importé, ça coûte une fortune, c'est pas très écologique à la fin quand on fait le bilan. Ah mais ça, quand on fait le bilan... Sur beaucoup de sujets, y compris les éoliennes, les revendiqués écolos oublient de vous faire le calcul général. Le calcul global. Bien sûr. Donc, dans les 10 ans... et puis pour les camions, moi je crois beaucoup au camion hydrogène. Le camion électrique moins, les batteries sont trop lourdes, il n'y a pas assez d'autonomie, il faudra recharger, ça prendra des plombs pour recharger. Ouais, donc l'hydrogène. Pour moi, c'est l'hydrogène. Alors, on a une trentaine de gigawatts, peut-être 40 gigawatts installés avec les éoliennes en mer. Eh bien, on pourra faire de l'hydrogène. C'est une manière de stocker par électrolyse de l'eau. Hein, c'est une manière de stocker. Quand il y a du vent, on fait de l'hydrogène. Quand il n'y a pas de vent, on ne fait pas d'hydrogène. Et puis sur l'année, on sait moyenner et on sait combien on va produire d'hydrogène. Ça, c'est très bien, mais on en a déjà suffisamment pour produire l'hydrogène. Donc, c'est pas la peine d'en installer plus. Donc, l'hydrogène, moi, j'y crois pour les camions. Après, il y a toutes les niches où les ingénieurs se font plaisir. L'avion à hydrogène, ça va coûter des fortunes. Et à la fin, ça ne sera jamais compétitif. Alors, ils vous disent, ah oui, mais il n'y aura plus de pétrole. Mais non, il y a du pétrole, il y en a pour 100 ans où il faut juste gérer la ressource et décroître et l'utiliser là où c'est utile et compétitif. Là où c'est utile et compétitif. Donc, une fois qu'on aura fait ces 10 EPR
ces 10 EPR pour répondre à la demande. Il va se poser un autre problème qui, à mon avis, est fondamental, c'est le remplacement de la grosse cinquantaine de réacteurs qui sont aujourd'hui installés en France et qui produisent encore 70% de notre électricité. Alors, on en ferme certains, Fessenheim, on ferme généralement ceux qui sont à l'est. À côté de l'Allemagne. À côté de l'Allemagne. Fessenheim est juste à la frontière. Il est juste à la frontière, mais ils veulent fermer Cattenom, Scholz. Donc ça, il faut prolonger la durée de vie de nos centrales. Je pense que l'ASN, l'autorité de sûreté nucléaire, l'autorité de sûreté nucléaire peut rendre des avis. Alors il faudra y mettre des sous. Hein. Un EPR c'est 10 milliards, 10 EPR c'est 100 milliards. Ça coûtera toujours moins que le plan de 300 milliards qu'on nous annonce sur les éoliennes. Sur les éoliennes. Ouais. Et donc on met 100 milliards pour maintenir et prolonger la durée de vie. Et puis ça, tout ça, c'est français. Hein. Ouais, tout ça, ça va redynamiser l'industrie française dans des productions. Il a racheté les turbines Arabelle. Là. 2 fois le prix. 2 fois le prix, avançons. Mais tout ça, il va falloir recréer toute la filière. Ne pas perdre les compétences. Ne pas perdre les compétences, parce qu'on arrive au bout. Gros défi des 10 prochaines années. Ouais, gros défi des 10 prochaines années. Et une fois qu'on aura prolongé la durée de vie, il va quand même falloir remplacer 50 réacteurs dans les 50 prochaines années. Alors il n'y a rien d'insurmontable. Hein. Les 50 réacteurs, on les a construits en 20-25 ans, dans les années 70 et 80, à la fin des années 60 jusqu'au début des années 90. On a réussi dans les années 60, 70 et 80. Ouais. Pourquoi on ne réussirait pas sur 50 ans? Ouais. Alors par contre, il faut développer la 4e génération. Alors là aussi, il y a un défi fondamental. Moi, je crois beaucoup aux réacteurs à sel fondu. D'ailleurs, il semblerait que les Chinois sont... Alors, on ne va pas rentrer dans les détails techniques. Non, ça devient un peu long. Oui, mais c'est intéressant. Ça fait un peu long. Mais là aussi, il y a toute une filière à recréer. Les Chinois, ils croient beaucoup. Eux, ils ont déjà démarré leur premier prototype démarre. Oui, vous disiez qu'ils en avaient 3 en même temps. Ils ont 3 prototypes avec 3 technologies différentes de 100 MW hein, pour jauger in situ les avantages et les inconvénients, parce qu'il y a des sous-technologies. Hein. On ne va pas rentrer dans les détails, c'est un peu compliqué. Mais ça, c'est le grand défi. Et les réacteurs à sel fondu, un de leurs avantages, c'est qu'ils fonctionnent à l'uranium 238 et l'uranium naturel, qui est 99% de l'uranium naturel, ou au thorium 232, donc où il y a des réserves pour des milliers d'années. Donc il n'y a plus de goulet, il n'y a plus de goulet d'étranglement sur la fourniture du carburant nucléaire. Donc tout ça, on arrête les éoliennes, on récupère 300 milliards, et plus, parce que ça va créer des tas d'autres problèmes de réseau, et on les met pour augmenter la capacité d'une dizaine d'EPR, prolonger la durée de vie des centrales, investir dans la nouvelle. Et investir dans la 4e génération. Et on évite de privatiser nos barrages à côté. Et tout ça, et on réduit la consommation intelligemment. Et de toute façon, pour faire ça, il va falloir 300-400 milliards d'euros, c'est beaucoup d'argent, et il n'y a que l'État qui peut investir avec des frais financiers raisonnables. Et avec une Banque de France. Avec une Banque de France. Donc là, non, mais vous voyez, tous les sujets sont interconnectés. Parce qu'on a intérêt à avoir notre souveraineté monétaire en faisant ça. Monétaire, absolument. L'EPR anglais, je lisais récemment, Hinkley Point, je crois, je lisais récemment que ça a été financé par le privé à 6-7%. Et donc, ils vont payer 5 fois l'investissement en frais financiers. Il vaut 10 milliards, ils vont payer 40 milliards ou 50 milliards de frais financiers. Donc, c'est clairement quelque chose qui doit être fait par l'État. En plus, ça sera bon pour notre balance commerciale, puisqu'on réduira nos importations de combustibles fossiles. La filière sera française, ça sera bon pour l'emploi, et in fine, ça sera bon pour les comptes publics. Et ce sera même plus écolo.
Parce que si on fait la balance globale, on arrêtera d'importer, comme vous dites, etc. Et ça sera beaucoup plus écologique. Ça sera beaucoup plus écologique. Beaucoup plus écologique. Non, mais voilà. Mais ça, c'est tellement évident quand on regarde 3 chiffres que j'y pense même plus. Non, mais c'est bien d'avoir fait comme ça cette synthèse en conclusion. Alors la conclusion de la conception, c'est ce que vous disiez, ITER. La fusion. Oui, bon, j'en ai parlé comme ça, mais non, par lapsus. Non, mais ITER, on y met aussi des sommes folles, c'est un projet international, ça va sauver la planète, sauf que tout n'est moins sûr, rien n'est moins sûr que les résultats. Mais ça a coûté déjà très très cher. Ça a coûté très cher, il y a déjà beaucoup de retard. Et on n'est pas du tout sûr que ça va fonctionner. Là, c'est la fusion. Oui, là, c'est la fusion nucléaire. Bah, c'est une belle perspective, la fusion. Oui, mais au moins dans les 50 prochaines années, on ne fera pas le bridge. Enfin, on franchira pas le pas de la fusion sans renouveler notre parc nucléaire. C'est pas raisonnable. En tout cas, c'est un coup de dé. Oui, on ne peut pas jouer l'avenir de la France sur un coup de dé. On joue l'avenir. En plus, c'est un projet international. Il est en France. Oui, c'est vrai. Tout à fait. Voilà. Eh bien, Frédéric, c'était extrêmement intéressant. On sera sûrement amené à en reparler, évidemment. Merci beaucoup. À bientôt.